Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité sur le 3xW Eben Radio et FM Liberté Canal K. Nos radios partenaires, merci également à vous. Nos invités sont déjà en ligne depuis la France et ici même en Suisse, je le disais. Nous accueillons d'abord Diabo Issoufou qui est le porte-parole du Congrès panafricain des jeunes et des patriotes COJEP. Diaby Youssouf, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ramos. Et comme vous l'avez déjà dit, je voudrais d'abord que nous essayons de corriger d'abord quelque chose que vous aviez dit. Simplement, le COJEP ne signifie pas le Congrès des jeunes et des patriotes. Le COJEP signifie le Congrès des peuples et des libertés de la jeunesse. Donc, c'est un parti politique maintenant. D'accord. Voilà. Vous êtes maintenant un parti politique. La définition que vous donnez, c'était la définition des années 2002, 2003, 2004. D'accord. Maintenant, ce n'est plus ça. D'accord, on va y revenir. Ici même en Suisse, je l'avais annoncé, Nakuti Luye, nous l'avons reçu deux ou trois fois déjà dans cette émission. Nakuti Luye est également patriote ivoirienne. Nakuti Luye, bonsoir. Bonsoir, boss. Merci de nous accompagner également dans cette émission. Justement, la première question, je voudrais la soumettre à Diaby Youssoufou. Alors, comment se porte d'abord votre parti politique COJEP actuellement? Le COJEP, qui est le Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, comme je le disais déjà, qui a été mis en place comme un parti politique de droit ivoirien, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire avec un récépissé en main, est un parti politique comme tous les autres partis politiques en Côte d'Ivoire et dans le monde partout, qui aspire à la conquête du pouvoir et à sa conservation par des moyens démocratiques qui sont l'exercice du suffrage universel du peuple de Côte d'Ivoire. Alors, donc votre parti se porte à merveille. Oui. D'accord. Alors, quelles sont vos relations avec le fondateur, justement, Charles Blé Goudé, qui est actuellement détenu à la CPI? Justement, pour advenir à cela, je dirais que les relations sont de deux ordres. Nous pourrons parler des relations professionnelles et comme aussi nous pourrons parler des relations purement politiques. Au point de vue des relations purement professionnelles, c'est-à-dire dans le cadre de la profession, nous avions travaillé ensemble lorsque le ministre Charles Blé Goudé était le directeur général de Leadersteam Associated. J'en étais le directeur des ressources humaines. Voilà. Et donc, à ce point, et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il a été arrêté injustement par la Cour pénale internationale, qui avait déjà émis un mandat contre lui depuis le Ghana, là où il se trouvait en exil. Et donc, pour préciser aussi qu'il était le seul citoyen ivoirien en dehors de l'État de Côte d'Ivoire qui était poursuivi par la Cour pénale internationale avec la levée du CD qui a été faite en août 2011. Par conséquent, Charles Blé Goudé se trouvant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire était dans trois problèmes précis au niveau des mandats d'arrêt. Le premier mandat, c'était le mandat ivoirien, un mandat d'arrêt international lancé par Alassane Dramane Ouattara, qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire, de fait et non pas de droit. Et le deuxième, c'était un mandat des Nations Unies depuis 2006. Donc, et le troisième mandat, c'était le mandat maintenant de la Cour pénale internationale. Donc, à lui seul, il avait trois mandats internationaux qui le poursuivaient. Voilà. Donc, et jusqu'à cette cachette, à ce qu'il soit déporté en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2013, qu'il a été déporté en Côte d'Ivoire en 2013 par des éléments de la Gestapo de Alassane Dramane Ouattara et le Ghana. Donc nous avons pris officiellement le porte-parole du ministre Charles Blé Goudé en tant que son porte-parole officiel et son chef de cabinet. Eh bien, Diaby Youssoufou,
Qu'en est-il maintenant des querelles intestinales ou autres dissensions que le COJEP a connues il y a un moment? Bon, je pourrais dire que le COJEP, en tant que parti politique, n'a pas de querelle à l'intérieur de son système de travail et de sa structuration. Voilà. Maintenant, le COJEP était en tant que mouvement politique qui était qui a été créé en juillet 2001, en juillet 2001, je dis bien 2001, et le COJEP, parti politique qui a été créé en 2015, en fin 2014, début 2015. Donc le COJEP, parti politique, ne connaît pas de problème aujourd'hui. Il n'a qu'un seul président, fondateur, qui est Charles Blé Goudé, et son secrétaire général exécutif, qui est le docteur Nebouya Senta. Voilà. Donc à ce niveau, il n'y a pas de querelle interne au niveau du COJEP. D'accord. Maintenant, parlons de ce procès Laurent Koudjou-Gbagbo et Charles Blé Goudé qui suit son cours à la CPI. On ne va plus refaire ici l'histoire à propos des transfèrements à la CPI. Alors, votre appréciation sur comment se déroule le procès actuellement? Bon, disons que c'est vrai que nous ne ferons pas l'historique de la CPI, mais nous ne pourrons pas parler de la CPI et des conditions de droit que s'est donné la CPI elle-même et que la CPI fourvoie et piétine ses propres droits. La CPI qui a été créée le 17 juillet 1998 par une adoption qu'on appelle l'adoption du statut de Rome. Donc la CPI, c'est depuis le 17 juillet 1998 adopté à Rome, donc qu'on appelle le statut de Rome, et il est rentré en vigueur le 1er juillet 2002. Et le statut de Rome, c'est ce qui donne, c'est ce qui est le règlement intérieur de la CPI. En son article 7, la CPI, des compétences, pas des compétences de la CPI. Dans le cadre des compétences de la CPI n'a pas à se substituer d'une autre juridiction nationale. Et la CPI, article 7.1, ne juge pas des mêmes faits qui sont déjà jugés dans un autre pays ou dont les jugements ou les audiences ont déjà commencé. Dans le cas espèce, au niveau du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, ils ont été accusés de crimes de guerre en Côte d'Ivoire et il y a eu un début de procès à leur égard au niveau de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne précisément Charles Blé Goudé, quand il a été arrêté par la CPI au niveau du Ghana et déporté en Côte d'Ivoire, il y a eu un procès qui a véritablement commencé en Côte d'Ivoire. Il a été devant le juge ivoirien, et le juge ivoirien l'a beaucoup signifié qu'il est là en tant qu'un acteur de la crise qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ce qui est faux. Donc déjà, le procès était déjà ouvert. Donc la CPI, dans ce cadre-là, si la CPI se respectait en tant que structure PANA internationale, ne devrait pas en ce moment mener un mandat contre Charles Blé Goudé parce que en son chapitre 7 du statut de Rome ne doit plus poursuivre un individu ou une personne déjà accusée dans son propre pays, tout un procès est déjà ouvert à son encontre. Mais c'est là nous avons été stupéfaits de voir que le ministre Charles Blé Goudé fut transporté d'une manière militaire au niveau de la CPI. Donc, au niveau de son test, ça n'a pas été respecté. Donc, dans ces cadres-là, nous ne sommes pas, en tout cas d'avis que déjà que c'est une justice qui est en train de se passer à la CPI. Nous pensons plus que c'est une cour politique internationale. D'accord. Eh bien, va nous accompagner également dans ce débat sur le procès de Laurent Koudjou-Gbagbo et Charles Blé Goudé. Laurent Koudjou-Gbagbo, je le rappelle, ancien président de la Côte d'Ivoire. Nakouti Luyé, vous suivez également de bout en bout ce procès depuis le début. Alors, quelle est effectivement votre appréciation maintenant sur le déroulement de ce procès actuellement? Merci de m'avoir donné la parole. Je suis un peu enrhumée et j'espère que les auditeurs m'entendront quand même. À ce stade du procès, on a pu rencontrer, en tout cas, moi j'ai pu voir deux témoins, donc le P431 et le P369, et qui ont décidé de témoigner à visage découvert. Donc on a vu un ancien employé de Human Rights Watch. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous entends, allez-y seulement.
Super. Donc, on a eu un ancien employé toujours de Human Rights Watch, qui est diplômé de l'école d'Harvard, à qui on a demandé de faire un document sur, en tout cas, la crise en Côte d'Ivoire, et qui nous a pondu un rapport qu'il a appelé They Killed Them Like That It Was Nothing. Donc, dans ce document, on a remarqué plusieurs dysfonctionnements dans la méthodologie scientifique, même d'un rendu universitaire, dans la mesure où ce témoin-là, tantôt, il donnait raison au président Laurent Gbagbo comme ayant été la cible d'attaque des éléments de Soro, mais comme par hasard, il le mettait en bas de note. Et par contre, dans le développement dans le corps de son test, il disait simplement que voilà, le président Gbagbo a juste refusé d'organiser des élections. Donc les avocats l'ont quand même remarqué. Il y a eu d'autres dysfonctionnements qui ont fait quand même que certains parmi nous, en tout cas pas mal d'Africains, on a commencé à s'interroger du rôle exact que jouaient les ONG sur nos territoires. Et ça, c'est important aujourd'hui parce que de son rapport, il est sorti très clairement que c'était un espion qui était à la solde de Human Rights Watch. Et Human Rights Watch, pour compléter les propos de M. Diaby Youssouf tout à l'heure, Human Rights Watch a participé avec la CCPI, qui est la coalition de la CPI, à la création de la CPI elle-même, dirigée par M. George Soros. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc on a vu ce premier témoin qui était complètement partisan, qui n'a pas fait son travail de manière neutre, parce qu'en aucun cas dans son document, il a tenté d'être équilibré. Il a tenté de dire au moins, parce que ce qu'on veut reprocher, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas reprocher au président Gbagbo d'avoir défendu la nation ivoirienne. Parce que le président Laurent Gbagbo était celui qui avait les clés de la nation et celui qui avait le droit de défendre la nation à partir du moment où elle était attaquée. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième témoin qui arrive, alors lui, c'est un caméraman qui dit qu'il est caméraman freelance. Et on va commencer à comprendre gentiment qu'il n'était pas aussi simple et neutre dans ce qu'il disait, parce que voici quelqu'un qui avait un site internet, parce qu'il s'appelle Nagels Walker, et vous pouvez aller vérifier sur son site internet, c'est quelqu'un qui faisait des documentaires sur du vin, sur des animaux. Et comme par hasard, un beau matin, il s'est levé, il s'est dit, tiens, je veux faire un documentaire sur la crise ivoirienne. Et tiens, je vais le faire même plus pointu, je vais le faire sur le ministre Charles Blé Goudé. On a commencé à s'interroger qu'est-ce qui le motivait. Il disait simplement que c'est parce qu'on lui a dit que la crise était une crise religieuse et que lui, il voulait faire des élections. Il voulait faire un documentaire sur les élections de Côte d'Ivoire. Il se trouve que finalement, il ne fait pas ce documentaire sur les élections de Côte d'Ivoire, mais il fait ce documentaire sur la cible qui est Charles Blé Goudé. Et à l'intérieur de son documentaire qu'il a appelé Shadow, un truc comme ça, je crois, travailler dans l'ombre, je ne me rappelle pas bien du titre, on va se rendre compte que voici quelqu'un qui a interviewé M. Konaté Sidiki, qui était lui-même porte-parole de Soro Diop au moment de la rébellion. Et dans le documentaire, on entend très bien Konaté Sidiki dit par A plus B que lui, Konaté Sidiki, a été appelé par Soro Diop qui lui a dit qu'il venait de faire le premier coup d'État en Côte d'Ivoire et il fallait qu'il rentre de l'Allemagne pour créer une organisation politique autour de ce coup d'État qu'il venait de faire. Et M. Nagels, comme par hasard, a trouvé que ce n'était pas assez pointueux de développer sur cet aspect. Mais par contre, il était très intéressé à des t-shirts que des jeunes étudiants portaient et qu'ils allaient dans des baquilles qui portaient où c'était marqué FECI, qui s'occupait des audiences foraines, des barrages qu'on mettait, parce qu'il insiste beaucoup sur les barrages routiers. Mais dans son documentaire, les barrages dont il parle, je pense que ça existe un peu dans tous les pays d'Afrique. C'est on prend 2-3 pneus, on va à la route et puis vous voyez des gens, on les voit, ils sont pas en armes du tout. On le voit très clairement. Même M. Nagels soutient par A plus B que lui, il était sur les faits. Et l'avocat de lui demander, mais si vous défendez des faits, vous ne pensez pas que votre éthique, donc ce pourquoi vous ne pensez pas que vous n'avez pas été impartial. Mais il ne répond pas, au contraire, il nargue un peu pour dire que lui, il s'est défendu sur
sur ce qu'il a vu. Donc, on a 2 témoins et je tenais à le rappeler parce que ces 2 témoins, ils sont américains. Ils sont américains blancs de peau. Donc, qui sont venus et je tenais aussi à dire aux pays africains, faites attention à toutes ces ONG qui viennent chez nous, qui disent qu'ils sont là pour nous aider, qui disent qu'ils sont là pour construire des écoles, mais pendant ce temps, ils font autre chose. Pendant ce temps, ils font autre chose. Et ça, c'est ce que je voulais ajouter pour répondre la réponse à la question. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Nakouti Luye, pour toutes ces précisions. Il est vrai, et beaucoup d'observateurs l'ont relevé, que beaucoup de témoins éprouvent de grandes difficultés à être lucides dans leurs témoignages. Merci quand même de nous le préciser encore une fois dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Et justement, Diaby Youssoufou, pour l'heure, ce sont les témoins à charge qui sont entendus. Et si on regarde de plus près les débats, on se rend compte que ces témoins, que ce soit Sam l'Africain ou encore Nigel Walkers de Human Watch Watch, comme vient de dire Nakouti Luye, tout cela semble dédouaner au final les accusés au lieu de corroborer les accusations du bureau du procureur. Alors, êtes-vous un peu surpris de ces comportements de ces témoins? Merci beaucoup. Je ne suis pas surpris du comportement des témoins en ce qui concerne des témoins à charge. En fait, quand on parle des témoins à charge en ce qui concerne une juridiction, c'est un témoin qui vient pour condamner l'accusation. Et donc, enfin, au niveau de la CPI, on a, et comme dans toutes les juridictions du monde, on a au moins 2 procédures ou 3 procédures pour parvenir à cela. Pour faire la confirmation des charges, ce sont les témoins à charge et les témoins inside qui te permettent de parvenir à la confirmation à charge. Alors, on a vu qu'il y a eu du mal pour pouvoir confirmer les charges contre le président Laurent Gbagbo. Les juges même eux-mêmes sont devenus des procureurs à un moment donné et ont demandé à la procureure, voilà ce qu'il faut ajouter afin que nous, on puisse confirmer les charges. Donc déjà, le juge est devenu le procureur. Le juge qui devrait rester neutre en écoutant les avocats de la défense et l'accusation. Mais non, le juge s'est substitué en tant que procureur pour la confirmation des charges. Non, ça c'est le point. Deuxième point, c'est sur la validité de ce qui a été des dépositions des témoins à charge et des témoins inside. Alors, le témoin inside qui était Sam l'Africain, c'est celui-là même qui a permis, ce sont ces témoins qui ont permis de confirmer les charges. Ça veut dire quoi, les témoins inside? C'est des témoins qu'on dirait qui ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo. Voilà. Mais voilà qu'on dit, voilà quelqu'un qui a travaillé avec Laurent Gbagbo, quand il arrive maintenant, il devient un témoin à décharge. Et là, le juge italien, il était stupéfait. Il a même dit que ça ne sera pas facile pour le procureur dans ces cadres-là. Donc encore, on revoit, puisqu'ils ont des difficultés de trouver des témoins véritables et non pas des témoins fantômes qui vont nous faire des voix de Robocop et rester à distance de 6000 km pour répondre, ce qui n'existe pas dans l'administration américaine. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice, les témoins ne se cachent pas. Les témoins, ils viennent à visage ouvert et ils parlent. Voilà, soit tu viens, tu dis la vérité, ou toi tu ne dis pas la vérité, parce que le même témoin peut passer 2 à 3 fois. Et on a vu ça au coup, lorsqu'il y avait la vidéoconférence, dans les 2 temps, on a vu que un même témoin est passé sous le couvert de 2 témoignages, ce qui a été découvert très vite par l'équipe du ministre Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Donc déjà, ça a arrêté les choses, ce qui a fait que le témoin P48 et le témoin P97 ont dû dire qu'ils ne pourront pas venir au niveau du procès. Donc, et quand moi, je ne m'appesantis pas trop sur cela, je m'appesantis beaucoup plutôt sur la CPI d'abord, pour qu'on puisse comprendre, parce que c'est ma première fois d'intervenir dans votre radio. Et les Africains doivent comprendre que la CPI, les Africains doivent comprendre que la CPI est faite contre eux. Ça, c'est ce qui est très très important. Sur les 123 pays qui ont reconnu la CPI, on a presque tous les pays africains qui ont signé la CPI. Mais la Russie, l'Israël et les États-Unis ont retiré leur signature pour protéger les ressortissants américains en dehors des USA.
Donc, il faut comprendre que sur 32 personnes, qui sont poursuivies aujourd'hui dans le monde par un mandat international de la CPI, il y a tous les 32 sont des Africains. Et cela se passe dans 8 pays africains. Donc, ça c'est très très important. Donc, il faut reconnaître que s'il y a 32 personnes et que tous les 32 sont des Africains, et tous les 30, c'est dans 8 pays africains, comme si c'était en Afrique seulement que se passait tout ce qu'il fallait entendre comme désastre dans le monde. Pourtant, nous avons vu les États-Unis. Donc, Youssouf Diaby, vous voulez confirmer ce que pensent également beaucoup d'observateurs africains et autres, que ce procès de Laurent Gbagbo, il y a une main noire derrière, justement, une main de la France. Est-ce que vous confirmez cela également? Je confirme cela, c'est pas là que je vais advenir, que je confirme cela, que la Cour pénale internationale c'est une cour politique internationale donc qui a été créée par l'ONU. La Cour est créée par l'ONU. Voilà, la Cour c'est une branche de l'ONU. Et l'ONU, nous savions comment l'ONU est intervenue dans la guerre en Côte d'Ivoire. L'ONU s'est substituée à la constitution ivoirienne. Le représentant de l'ONU a dit en Côte d'Ivoire que la constitution ivoirienne n'en est pas une et que c'est sa parole contre la constitution ivoirienne, à la personne de choix. Il a dit réellement que c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections et que lui certifie cela. Alors à partir du moment que l'ONU est partie prenante, et c'est l'ONU qui a créé la Cour pénale internationale, l'ONU le Conseil de sécurité de l'ONU fait partie des personnes qui peuvent émettre des mandats. Voilà, parce qu'il y a 3 procédures pour émettre des mandats. Soit c'est les États membres qui peuvent émettre des mandats, soit c'est le Conseil de sécurité de l'ONU ou c'est la procureure. Parce que l'ONU étant la distance. Donc, en ce moment, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et Charles de Goudé, qui ont été combattus par l'ONU, par les chars de l'ONU, qui ont été combattus par les hélicoptères de l'ONU, qui ont été combattus par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, en l'occurrence la France et autres, et les États-Unis. Donc, se retrouvent dans la main de ces mêmes personnes. Donc, il n'y a pas de justice actuellement. Donc, les témoins qui arrivent, sont en train, et les témoins à charge qui arrivent, qui ont des difficultés et qui même disent que ils sont. On pose la question à un témoin qui dit que lui, dans le journalisme, lui, il reconnaît que dans les faits, lui, il n'est pas objectif. Donc, et que les tests du journalisme, lui, il fout ça sous le pied. Donc, à partir de cet instant que moi-même, en tant que communicologue, que j'enseigne à mes étudiants de première année, que la base méthodologique de la science journalistique, les faits sont sacrés et le commentaire est individuel. Exactement. Voilà, c'est ce que nous enseignons à nos étudiants de première année en communication. Donc quand un journaliste qui arrive et qui dit que non, le fait n'est pas sacré, le commentaire il n'est pas individuel, le commentaire donc, en ce moment, nous devons arrêter cette comédie-là internationale. Donc, pour revenir, pour dire que moi, j'aborde tout simplement sur le procès, sur l'angle du fait que, au jour d'aujourd'hui, au niveau de la CPI, on a 12 confirmations des charges. Les 12 confirmations des charges sont des Africains. On a 6 personnes incarcérées à La Haye. Les 6 personnes incarcérées à La Haye sont des Africains. Voilà. Donc, ce qui est important. On a 7 personnes qui sont en Diaby Youssouf, est-ce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas en Afrique instauré une vraie justice pour quand même juger les gens comme il faut? Ce n'est pas pour ça que la CPI rentre quand même en la matière pour rendre une justice équitable. C'est ce que disent également certains observateurs internationaux. Mais non, je ne suis pas d'avis avec cela. Parce que la Malawi vient de quitter la CPI en cette année, en début de cette année, tout simplement parce que la Malawi dit que non, il y a une juridiction qui existe et qui est compétente. Hier, je n'en avais pas, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire, tous les pays où il y a des confirmations des charges, où il y a les 32 personnes qui sont poursuivies par la CPI, mais c'est des États qui ont eu leur indépendance depuis 1960. Donc, ils ont des représentants en tant que juges au niveau de la CPI. Alors, si ce problème, au niveau des ressources humaines, il ne pose pas de problème à nos États de pouvoir faire la juridiction. Au niveau aussi des ressources techniques. Donc,
pas parler de ce problème. Je crois tout simplement que la CPI, dans son ensemble, elle est là pour pouvoir juger les Africains qui ne répondent pas aux soucis du discours de la bolle. D'accord. Voilà. Mais Djabi Youssouf, est-ce que vous êtes aussi informé, et comme nous, il me semble qu'on ne se trompe pas. Le président Ouattara l'avait dit tout récemment qu'aucun Ivoirien ne sera plus transféré à la Cour pénale internationale. Quelle est votre réaction sur cette affirmation? Non, ma réaction déjà est une réaction d'homme panafricain. Je suis d'accord lorsqu'il dit qu'il n'amènerait plus d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale. Bon, au premier degré, je dirais oui, je suis satisfait qu'il ne le fasse pas. Mais en même temps qu'il l'a déjà fait, il doit reconnaître alors que si ma juridiction, puisque à l'article 14 du statut de Rome, dit que lorsque la compétence revient dans votre État de pouvoir faire l'audience des poursuites, ou soit au cours de l'audience à l'article 65 du statut de Rome, on peut rappeler les prévenus. Donc, l'État de Côte d'Ivoire peut dire alors, Ouattara, s'il est sincère, il peut se baser directement sur le statut de Rome pour dire, je souhaiterais alors que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, et le ministre Charles de Boudé viennent en Côte d'Ivoire pour être jugés. Cela existe dans les tests. D'accord. Donc, s'il est sincère avec lui-même, ce n'est qu'à appliquer les tests. Okay. Voilà, demander à la Cour pénale internationale que le procès doit se faire en Côte d'Ivoire. Ça ne pose pas de problème. Et s'il le dit aujourd'hui, demain ça se fera. D'accord. Donc, il n'est pas sincère dans ce qu'il dit. D'accord. Voilà. On va parler un petit peu de la réconciliation puisque c'est très important également pour des Africains, pour des Ivoiriens, dans ce cas de figure de la crise ivoirienne qui a fait également plus de 3000 morts selon l'ONU. Alors justement, Nakouti Luyet, qu'en est-il justement de la réconciliation? Est-ce que cette réconciliation passera forcément par la libération de Laurent Gbagbo selon vous? Si vous me le permettez, j'aimerais juste apporter un tout petit additif à ce que M. Djabi Youssouf a dit tout à l'heure par concernant la CPI, avant juste de revenir à la réconciliation. Allez-y. Les Africains comprennent que lors du témoignage du témoin de Human Rights Watch, on s'est aperçu, parce qu'il a été dit pendant l'audience, que M. Choi, qui était à l'époque le secrétaire général des Nations Unies, a outrepassé son cahier de charges en reconnaissant Alassane Dramane Ouattara comme étant le président de Côte d'Ivoire. Il n'avait simplement pas le droit. Ça, je voulais juste ajouter cet additif. Maintenant, revenons à la Côte d'Ivoire, il faut dire à M. Alassane Dramane Ouattara qu'il existe bel et bien des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a nié dernièrement, il a nié devant les caméras qu'il n'avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, pendant qu'il en existe bel et bien. Et il n'y a pas très longtemps, le fils du président Gbagbo, Michel Gbagbo, a failli être arrêté. Il s'est retrouvé dans les locaux de la DST, donc de la division de sécurité territoriale en Côte d'Ivoire. Il a failli être arrêté parce qu'il a traité ce gouvernement de menteur qui ne voulait pas reconnaître qu'effectivement, il y avait encore et bel et bien des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, détenus dans les différents... donc notamment à Abidjan, à Séguéla et dans d'autres divers endroits. Il y a des prisonniers politiques qui se retrouvent castrés, qui se retrouvent maltraités, qui se retrouvent indignés, qui meurent comme des mouches. On en a perdu à peu près une dizaine. Donc il faut juste rappeler à M. Alassane Dramane Ouattara que la réconciliation c'est bien joli. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vouloir et il faut le faire. Pour l'instant, il n'en veut pas. Il utilise juste de temps en temps quand ça peut porter 2-3 fruits pour lui, mais en fait, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin et c'est lui qui ne veut pas que les Ivoiriens se réconcilient. Sinon, les Ivoiriens, ils sont même prêts à se réconcilier. Nous sommes tous prêts à se réconcilier. Mais celui qui doit nous réconcilier, il faut qu'il donne les moyens, il mette en place les infrastructures et qu'il reconnaisse qu'effectivement, c'est le lieu et le moment de se réconcilier. Voilà ce que moi je pouvais dire à ce propos. Eh bien, Djabi Youssouf, que direz-vous sur la réconciliation en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des informations? Nakouti Luyet, elle pense que les Ivoiriens veulent se réconcilier, que voilà, c'est le président Alassane Ouattara qui doit mettre le paquet, qui doit être sérieux comme vous venez de le dire. Est-ce que la réconciliation en Côte d'Ivoire serait effective par rapport à la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé? Merci beaucoup. D'abord, quant à Alassane Dramane Ouattara, au sortir d'une visite officielle qu'il rend au président français et qui dit
je ne souhaiterais plus ramener des Ivoiriens à la CPI. Je dirais à Alassane Ouattara, s'il est sincère avec ce qu'il dit, d'en même temps appliquer l'article 14 du statut de Rome et demander que les prévenus, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Boudé reviennent en Côte d'Ivoire. Alors dès qu'il le dit, il n'y a plus de problème en ce moment la réconciliation et le marche. Ça c'est de 1. De 2, quand Alassane Ouattara nous dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, vous-même en tant que journaliste panafricain, que direz-vous de Simone Gbagbo? Simone Gbagbo est une prisonnière d'opinion politique ou bien est une prisonnière, quel type de prisonnier? Elle a fait quoi pour se retrouver en prison depuis 2011? Elle a volé quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Hubert Oulaï, ministre de la fonction publique. Donc on nous dira alors qu'il a fait quoi? Qu'il est allé voler chez un voisin pour se retrouver en prison? Voilà. Donc Asso Adou, ministre des Eaux et Forêts, qui se trouve en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Quoi Justin, le président de la JFPI et son intérim Daï Nestor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nyapi Alain, coordinateur du COGEP Yopougon, Nyangon, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Donc voilà tous ces noms. Quand on nous dit s'ils sont allés faire des braquages, alors qu'on nous dit alors qu'ils ont fait des braquages, ce sont des prisonniers d'opinion. Donc Ouattara, s'il veut de la réconciliation, c'est de libérer ses personnalités. Voilà, c'est tout. Et de faire revenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, s'il y a un procès qui va avoir lieu, que le procès ait lieu. Mais dans le cas espèce, il faudrait qu'on attaque cela. Ouattara a mis en place une enquête nationale pour pouvoir statuer sur les crimes qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Et cette enquête-là, à l'issue de cette enquête, en 2012, a prouvé qu'en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu du côté de Ouattara, les forces pro Ouattara ont assassiné 782 personnes. 782 personnes. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune force pro Ouattara n'a été inquiétée par la justice. Mieux, des analphabètes comme Ouattao ont été nommés comme colonels. Des analphabètes comme tous ces chefs, Chérif Ousmane, ont été nommés comme à la garde présidentielle, comme l'adjoint de la garde présidentielle de Côte d'Ivoire. Et autres qui ont été nommés Ben Aden comme préfet militaire à San Pedro, qui n'ont même pas le niveau CEP. Voilà. Et qui ont fait des massacres. Plus de 1000 morts en une journée. Plus de 1000 morts en une journée. Plus de 1000 morts en une journée. On peut comprendre la situation. Alors, la question que je voudrais vous poser concrètement. Alors, on dit souvent le vin est tiré, il faut le boire. Et que compte faire concrètement votre parti politique, le COGEP, pour soutenir la cause de Gbagbo de Blé Goudé, afin que ces derniers sortent vainqueurs de ce procès? C'est que quand on fait le COGEP, un parti politique, et quand on fait les amis de Charles Blé Goudé, ce sont des actions diplomatiques. Voilà. Et donc, nous avons déjà commencé ces actions diplomatiques, et ce sont aussi faire des conférences pour montrer au monde entier, pour les expliquer qui est Charles Blé Goudé. Parce qu'il faut comprendre d'abord que je ne peux pas maintenant parler sur votre chaîne de Charles Blé Goudé sans présenter l'homme Charles Blé Goudé. Qui est Charles Blé Goudé? Et qu'est-ce qu'a fait Charles Blé Goudé pour la Côte d'Ivoire? Charles Blé Goudé, c'est celui qui a évité à la Côte d'Ivoire la guerre civile. En juillet, le 26 juillet 2006, lorsque les audiences foraines devraient amener la Côte d'Ivoire dans la guerre civile, il est la personne qui a mené le combat avec l'opposition ivoirienne pour éviter à la Côte d'Ivoire de tomber dans la guerre civile. En 2007, Charles Blé Goudé a fait la caravane de la paix en faisant le tour de la Côte d'Ivoire, dans les mosquées, dans les églises, dans tous les hameaux. Il est allé jusqu'à dormir dans la chambre d'Idrissa Ouattara dit Ouattao. Voilà. Donc, par ces actions, Charles Blé Goudé a permis à Soro Guillaume d'être accepté par les Ivoiriens pour mener la paix.
Charles Boudé a permis à toute la Côte d'Ivoire d'être en paix comme il fallait. Et lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, c'est Charles Boudé comme Charles de Gaulle, qui était à Londres, a abandonné ses études pour venir aider la Côte d'Ivoire par des voies démocratiques et qui sont des meetings, des marches. Il est la seule personnalité ivoirienne qui a fait sortir dans les rues de Côte d'Ivoire près de 2 millions de personnes en une journée et plusieurs fois. Donc, Charles Boudé, c'est ce jeune-là qui mène le combat comme Martin Luther King par la parole, qui mène le combat comme Malcolm X par le verbe, qui mène le combat comme Charles de Gaulle par le courage. Charles Boudé ne connaît pas les armes et n'a jamais connu les armes. Et nous sommes vraiment heureux lorsque des témoins à charge reconnaissent que tout ce qu'ils ont vu, Charles Boudé n'a jamais parlé de la prise des armes pour arriver au pouvoir, qui est un raccourci. Et c'est reconnu par l'élément que nous avons vu avec le témoin de Human Rights Watch. Alors voilà, c'est celui-là qui est là, qui mène le combat de la main nue. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui se retrouve. D'accord. Qui se retrouve à La Haye. Et pendant que Soro Guillaume, qui a mené le combat avec les armes, se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur le tapis avec Alassane Dramane Ouattara, qui ont tué à Naïbri, qui ont tué à Doukou et Carrefour, qui ont tué des gendarmes désarmés contre les accords de Genève de 1956. Voilà. D'accord. On va voir ce que va dire pour conclure ce débat sur le procès de Laurent Koudou-Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Nakutu Louye, et votre mot à l'endroit de la jeunesse ivoirienne et panafricaine dans cette émission. Fenêtre sur l'Afrique, une émission également panafricaine. Nakuti Louye. Alors, moi, je souhaiterais rappeler à mes frères africains et panafricains une situation qui est un fait social assez normal en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel village d'Afrique. En général, nous qui avons grandi dans des familles à peu près modestes, vous n'êtes pas sans ignorer que quand on attrape un voleur qui vient dans un quartier, qu'il vole son voisin, et qu'on l'attrape, c'est tout le quartier qui le poursuit. On le poursuit pour l'attraper, on le poursuit pour le frapper un peu, pour qu'il comprenne qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Et on l'emmène ensemble à la police. Donc ce que je voulais dire à mes parents africains, c'est qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire, il y a un voleur qui est venu voler à la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais que mes parents africains, que vous soyez tous avec la Côte d'Ivoire pour poursuivre ce voleur-là, pour l'attraper, et puis l'incarcérer devant, en tout cas, les maisons compétentes pour qu'il ne plus qu'il revienne encore. Parce que ce voleur-là spécifiquement, son intention, ce n'est pas de s'arrêter à la Côte d'Ivoire. Il n'a pas l'intention de voler que la Côte d'Ivoire. Il a l'intention de voler tous les autres voisins, tout le village ensemble. Et j'espère que mon message sera compris. Tous ensemble, pour le même voleur, il n'a pas changé. Il n'a pas changé du tout. C'est le même qui a commencé depuis avec l'esclavage, qui a commencé avec la colonisation. Et aujourd'hui, en train de nous parler de démocratie imposée depuis l'extérieur. C'est le même voleur. Donc, chers parents africains, n'oublions pas, poursuivons-les tous ensemble. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est une question africaine. Il faut qu'on soit unis. Et c'est le message que je voulais passer. Je vous remercie. Merci également à vous, Nakuti Louye, de nous avoir accompagnés dans ce débat. Laurent Koudou-Gbagbo, Charles Blé Goudé, vous êtes également une citoyenne ivoirienne, compatriote, très combattante. On l'a même vu, le mot que vous venez de lancer à tous les Africains, c'est un mot fort. J'espère que vos messages seront bien entendus, puisque nous sommes très suivis dans la diaspora africaine ici, dans cette émission Fenêtre de l'Afrique. Merci beaucoup. Eh bien, Diaby Youssouf, vous êtes le porte-parole de ce parti politique COGEP, dont le fondateur est Charles Blé Goudé. Alors, votre mot à l'endroit également de la jeunesse africaine et panafricaine. Et justement, on parle aussi des Ivoiriens. Des Ivoiriens seront nombreux également à écouter cette émission. Merci beaucoup. Au fait, Charles Blé Goudé a toujours remercié la jeunesse africaine dans son ensemble. Et il est le seul jeune africain qui a réuni en Côte d'Ivoire pendant près de 3 jours et près de 5 fois presque toute la jeunesse africaine de tous les pays, du Kenya en passant par le Rwanda, la Somalie,
l'Éthiopie, le Sénégal et le Rwanda, tous ces pays de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Lorsque Charles Blé Boudé était en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs fois des congrès de la jeunesse africaine qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et les jeunes africains aujourd'hui, c'est eux qui soutiennent Charles Blé Boudé dans son combat partout dans le monde. Donc on n'est pas surpris de voir que depuis le Kenya, Kennedy donne sa voix pour la libération de Charles Blé Boudé. On n'est pas surpris qu'au Burkina, Abdoulaye Mos, le jeune député du MPP, donne sa voix pour Charles Blé Boudé. On n'est pas surpris qu'au Mali, Aboubacar Touré, député de la circonscription de Bamako 1, donne sa voix pour Charles Blé Boudé. On n'est pas surpris qu'au Congo-Brazza, Franco Mnanzai, conseiller du président congolais, Congo-Brazza, donne sa voix pour Charles Blé Boudé. On n'est pas sans oublier aussi Marie Tamafoui, qui a représenté la jeunesse africaine lors du sommet Afrique-France à Bamako en 2005 avec Jacques Chirac, donne toujours sa voix pour Charles Blé Boudé. Voilà ces jeunes qui ont été toujours avec Charles Blé Boudé dans le combat du panafricanisme, de l'égalité des peuples africains et qui continuent toujours à donner leur soutien à Charles Blé Boudé. Donc, nous remercions cette jeunesse africaine, nous remercions toute cette victoire qui va venir très bientôt. Et en même temps, moi, mon problème au niveau de la Côte d'Ivoire, on a un système qu'on appelle les microbes. C'est des jeunes gens de moins de 14 ans qui prennent des machettes et qui découpent les hommes parce qu'ils n'ont pas à manger. Or, Alassane Ouattara nous avait dit que lorsqu'il allait venir au pouvoir, il venait avec des pluies de milliards parce qu'il connaît bien l'argent. Mais aujourd'hui, l'argent ne circule pas en Côte d'Ivoire, l'argent ne travaille pas en Côte d'Ivoire, mais ce sont les microbes, comme leur nom le dit, qui sont en train de tuer tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà, Laurent Gbagbo est parti, la Côte d'Ivoire est en insécurité. Charles Blé Boudé est parti, la Côte d'Ivoire est en insécurité. Laurent Gbagbo n'est plus là, la Côte d'Ivoire ne marche pas. La Côte d'Ivoire ne mange pas. Les Ivoiriens ont faim, tout augmente. Et du prix du café, du prix du riz, le panier de la ménagère, rien, tout augmente en Côte d'Ivoire. Merci. Donc, ce n'est pas la solution de déporter Laurent Gbagbo, ce n'était pas la solution de déporter Charles Blé Boudé, plutôt c'est la solution à la crise ivoirienne, car la crise ivoirienne, elle est beaucoup plus sociale qu'économique. Et depuis le départ du président Laurent Gbagbo qui avait travaillé sur le TPP, qui était un pays très pauvre, endetté, et cette décision qui avait annulé 6 000 milliards de dettes à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Alassane qui a bénéficié de cela, nous sommes à 14 000 milliards de dettes pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vraiment trop. Nos enfants, comment nous allons payer cet argent lorsque nous allons revenir au pouvoir? C'est ça. Alassane est en train d'entêter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui à 14 000 milliards de francs CFA. Or, après la prise du pouvoir d'Alassane Ouattara par des armes de Sarkozy et de l'ONU, en 2012, grâce aux actions de Laurent Gbagbo, on avait déjà annulé la dette ivoirienne qui était de 6 700 milliards. Et donc la Côte d'Ivoire partait à point zéro comme un enfant qui venait de naître. Mais au jour d'aujourd'hui, en moins de 5 ans, Alassane est à 14 000 milliards. Pourtant, pour 35 ans, pour 40 ans de pouvoir d'Houphouët-Boigny. Et votre mot face à ces situations, face à ce schéma que vous avez que vous venez de décrire, quel est votre mot, 1 minute, à l'endroit de la diaspora africaine et ivoirienne? Nous remercions la diaspora africaine, la diaspora ivoirienne. Vive l'Afrique, vive l'unité africaine, vive Kwame Nkrumah, vive Sékou Touré, vive Laurent Gbagbo et vive leur enfant qui s'appelle Charles Blé Boudé. En tout cas, merci beaucoup, Diaby Youssouf. Je le disais, vous êtes porte-parole de ce parti politique COGEP en Côte d'Ivoire. Merci également d'avoir participé à cette émission. Bonsoir. Bonsoir.